Dans cette troisième vidéo, nous allons traiter du fonctionnement des synapses. Donc une synapse, c'est une jonction entre un neurone et une autre cellule, qui peut être soit un autre neurone, soit une cellule musculaire ou une autre cellule, puisqu'il y a aussi des organes qui sont contrôlés par le système nerveux, qui ne sont pas ni des neurones ni des muscles, par exemple des cellules endocrines. Enfin, elle assure la continuité du message nerveux en convertissant le signal électrique en signal chimique. Et oui, il y a deux natures dans le message nerveux. Une nature électrique que nous avons vue précédemment, et une nature chimique que nous allons voir au niveau de cette synapse. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un bouton synaptique. C'est l'élément présynaptique, c'est-à-dire le premier élément de la synapse par lequel le message va arriver. Ici, vous avez l'élément postsynaptique. Alors attention, cet élément postsynaptique peut être variable, c'est-à-dire que ça va ressembler un peu à ça si c'est un autre neurone. Par contre, si c'est une cellule musculaire, avec une synapse neuromusculaire par exemple, eh bien généralement, le bouton synaptique va être plutôt enchâssé dans la partie musculaire. Et entre les deux, donc, on a un espace qui n'est pas lié par des membranes ou autres, c'est ce qu'on appelle une fente synaptique. Première étape, arrivée d'un potentiel d'action. Voilà, le potentiel d'action arrive. On a situé sur ce bouton synaptique des canaux calcium, voilà, qui vont donc à l'arrivée du message permettre l'entrée d'ions calcium, Ca2+. Et ces ions calcium qui rentrent vont déclencher la migration de vésicules, c'est-à-dire des petites structures entourées d'une membrane qui ressemble fort d'ailleurs à la membrane du bouton synaptique. Et ces vésicules contiennent donc des neurotransmetteurs qui sont donc des messagers de nature chimique. Et donc, ces ions calcium qui viennent d'entrer dans ce bouton synaptique suite à l'arrivée du potentiel d'action vont permettre la migration de ces vésicules synaptiques. Les vésicules, par exocytose, c'est-à-dire leur propre membrane va fusionner avec la membrane du bouton synaptique, vont déverser dans la fente synaptique les neurotransmetteurs qu'elles contiennent. Ces neurotransmetteurs vont aller se fixer sur des récepteurs qui sont aussi d'ailleurs des canaux et des canaux sodium. Donc, la fixation des neurotransmetteurs va permettre l'ouverture de ces canaux sodium et de ce fait, une entrée de sodium, comme on a vu précédemment pour le potentiel d'action. Si l'entrée est suffisamment importante de ces ions sodium, dans ce cas, un nouveau potentiel d'action va être émis sur l'élément postsynaptique. Une fois que le message est passé, donc les neurotransmetteurs vont se détacher et vont être récupérés par l'élément présynaptique, réenfermés dans des vésicules et du coup être prêts pour un prochain message qui pourra arriver. Donc voilà, du coup, ici l'élément important, c'est de voir que la nature du message passe de électrique à chimique, puisque on a ces fameuses vésicules donc synaptiques qui par exocytose vont déverser le neurotransmetteur, et ces neurotransmetteurs vont être responsables d'un nouveau message, cette fois de nature électrique, puisque en ouvrant les canaux sodium, ils vont déclencher un nouveau message électrique dans l'élément postsynaptique. Alors, un petit mot sur les neurotransmetteurs. Donc, ce sont des molécules de taille restreinte, souvent de nature peptidique, puisque la forme 3 dimensions est importante, puisqu'il faut qu'ils se fixent sur les récepteurs, et que il faut que ça corresponde. Il faut que la forme du neurotransmetteur corresponde à celle du récepteur, évidemment. Et puis, chaque neurotransmetteur entraîne soit un effet excitateur ou inhibiteur suivant les synapses. On va voir le cas pour 2 neurotransmetteurs. Donc ici, nous allons voir
La différence entre une synapse excitatrice qui produit de l'acétylcholine, par exemple, hein, qui est le neurotransmetteur par excellence des synapses excitatrices des motoneurones, et nous allons voir également ce qui se passe au niveau des synapses inhibitrices, qui produisent généralement du GABA quand il s'agit d'un motoneurone. Donc ici, lorsqu'on a une synapse excitatrice, c'est tout simple, les canaux sodium sont aussi les récepteurs, ce qui fait que quand l'acétylcholine va se fixer sur les canaux sodium, ça va tout simplement déclencher un nouveau potentiel d'action par inversion de la polarisation, classiquement, comme on l'a vu sur l'axone. Et donc l'inversion de cette polarisation, hop, voilà, entraîne un message. Notez ici que voilà, l'aspect du potentiel d'action, vous connaissez, hein, il est respecté. Par contre, sur la synapse inhibitrice, hein, qui est ici à droite, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que les canaux qui sont en dessous ne sont pas des canaux sodium, ce qui fait que leur ouverture ne va pas du tout déclencher de potentiel d'action, mais au contraire va renforcer la polarisation, c'est-à-dire que l'intérieur va devenir de plus en plus négatif et l'extérieur de plus en plus positif. Donc notez hein, la forme ici sur l'oscilloscope, on observe donc ici une hyperpolarisation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment aller à l'encontre du potentiel d'action et qui, si les deux synapses sont proches l'une de l'autre, mais ça on le verra dans l'intégration du message nerveux, une synapse inhibitrice peut tout à fait annihiler l'action d'une synapse excitatrice. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration du message nerveux. Et nous verrons ça dans la vidéo suivante.